Obtenir une négociation de prix de -20, -30 ou -40% n'est pas une tâche facile. Ceux qui vous racontent le contraire sont des menteurs et des menteuses. Même quand on a de l'expérience, ça nécessite du travail et des compétences. Je fais cette vidéo suite à une négociation d'environ 25% que j'ai obtenue sur un client, sur un bien qui était déjà en dessous du prix du marché. Et je ne suis pas magicien, j'ai simplement respecté des règles strictes pour réussir à obtenir cette baisse de prix. Si vous devez mettre vos efforts sur une seule compétence à développer tout en haut de la liste pour réussir à négocier correctement un bien immobilier, c'est comment trouver le bien négociable. Je vous présente donc 4 conseils pour trouver un bien fortement négociable. Et je vous préviens, le troisième conseil est le plus difficile à appliquer, pourtant c'est celui qui vous rapportera le plus d'argent. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez trouvé le secteur dans lequel acheter un bien pour y vivre ou pour investir, vous devez absolument analyser de manière détaillée son marché. Vous devez donc utiliser des outils pour comprendre ce marché. Il en existe plusieurs, je ne vais pas vous en faire la pub, je vais vous en donner un qui est public, c'est DVF évidemment, les demandes de valeur foncière. Sur ce site, vous pouvez visualiser les ventes qui ont eu lieu dans votre secteur. Alors évidemment, les prix d'il y a 2 ans ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Et vous devez être capable de traiter cette data pour savoir ce qui s'est vendu ces dernières années, quel type de bien, quelles sont les surfaces moyennes, quels sont les prix moyens au mètre carré et surtout quels sont les prix moyens tout court. Et vous allez faire exactement la même chose avec les biens à vendre. Donc vous allez sur les sites d'annonces, vous sortez votre liste et vous la traitez de la même manière. L'objectif de cette première compétence, c'est bien sûr d'analyser et de connaître les prix sur votre marché, mais également d'en trouver les anomalies. Je vous invite à ne pas faire l'erreur de ne regarder que les prix au mètre carré. Il faut que vous soyez capable de comparer les prix à la bête, c'est-à-dire combien vaut un T1 en moyenne, combien vaut un T2 en moyenne, un T3 en moyenne, etc. Parce que vous pourriez par exemple trouver un T2 au prix de 2500 € du mètre carré et vous dire chouette, c'est bien moins cher que la moyenne des prix que j'ai constaté qui est plutôt à 3500 € du mètre carré sur un T2. Mais si ce T2 fait 55 mètres carrés et qu'il n'est pas transformable en T3, dans ce cas-là, c'est normal que le prix au mètre carré soit plus bas. Il va donc falloir regarder quelle est la moyenne des mètres carrés des T2 dans votre secteur. Et si les T2 font en moyenne 39 ou 42 mètres carrés, eh bien vous savez pourquoi ce T2 est au prix de 2500 € du mètre. C'est pas parce que c'est une affaire, c'est parce qu'il est beaucoup trop grand, il est hors norme. Et une fois que vous aurez tout identifié, eh bien vous aurez une belle image du type de bien que vous devez viser sur ce secteur. Retenez pour ce premier conseil qu'il y a un travail de fond à réaliser. En aucun cas, on est là pour deviner les prix, ok? Deuxième conseil, ciblez les biens à la vente depuis longtemps. C'est pareil, je ne vais pas vous faire de pub pour des outils, mais vous avez la capacité de connaître l'historique des annonces sur les sites immobiliers. Et évidemment, vous devez également traiter cette data pour savoir quelle annonce vous allez appeler en priorité. Comprenez qu'il est beaucoup plus facile de négocier une grosse remise sur un bien quand des acheteurs se sont déjà cassés les dents avant vous auprès des propriétaires. Plus le bien est à la vente depuis longtemps, plus les gens sont épuisés. Le vendeur est épuisé, l'agent immobilier en a marre et surtout, vous n'avez que très peu de concurrence puisque la majorité des acheteurs sont déjà allés visiter l'appartement ou la maison. Vous allez donc pouvoir vous montrer plus audacieux ou plus audacieuse et contacter les propriétaires ou bien contacter les agences immobilières et comprendre pourquoi ces biens sont à la vente depuis longtemps. Et on arrive là à l'étape la plus difficile. Vous devez être en mesure d'acheter des problèmes. Nous avons tous une notion différente du risque, mais dans l'écrasante majorité des cas, retenez que le gain est toujours proportionnel au risque que vous prenez. Les problèmes font littéralement fuir les acheteurs. Ils font même parfois fuir les agents immobiliers. Traduction, si vous recherchez un appartement bien placé, bien agencé, avec un joli DPE, sans travaux et bien négociable, bon, et ben ça vous laissez tomber. Je fais une parenthèse. L'idée n'est pas d'aller chercher un appartement que personne ne veut dans un quartier que personne ne veut. Priorisez toujours l'emplacement. Parce que si vous achetez une bouse mal placée, vous aurez beau l'emballer de papier cadeau, ça restera une bouse à l'intérieur. Donc ça, vous laissez tomber. Votre job ici, c'est de trouver une solution à un problème. Par exemple, l'appartement est considéré comme une passoire énergétique et ne sera plus louable d'ici le 1er janvier 2025. Ou encore, il y a des tonnes de travaux à faire dans l'appartement. Ou encore, il y a des locataires dans le logement pour encore 2 ans. Il y a des locataires à l'intérieur qui ne payent pas. Ah, là, je vous le dis, en termes de négo de prix, ça y va. Il peut également y avoir des problèmes dans la copropriété avec des personnes qui ne payent pas leurs charges. Ou bien une copropriété qui n'a tout simplement jamais été créée. Ou encore des traces d'humidité. Ou bien un appartement mal agencé. Et vous allez pouvoir lui apporter une valeur ajoutée. Par exemple, transformer un T1 en un petit T2. Vous devez absolument vous poser la question: quel problème vais-je résoudre en achetant cet appartement? Et qu'est-ce que je suis capable de supporter en termes de pression, en termes de délai et en termes d'aléas? Et oui, parce que quand vous achetez un bien à problème, vous avez dans tous les cas
des surprises qui vont arriver. Le but est de vous y préparer en amont. Et toute cette liste de problèmes que vous avez identifiés a un coût. C'est ce qui fait que le vendeur n'a toujours pas vendu son bien et vous devez donc être en mesure de calculer les problèmes de cette liste, de calculer le risque. Vous pouvez bien sûr en discuter avec le propriétaire, mais également vous fier à l'agent immobilier, c'est-à-dire lui faire admettre les problématiques qu'il y a sur ce bien et faire en sorte qu'il travaille à vos côtés plus qu'aux côtés du vendeur. Et oui, il y a aussi des techniques pour ça. Retenez que plus il y a de problèmes, plus il y a des éléments de négociation. Et mon quatrième conseil, c'est bien sûr d'éviter les biens off-market. Ce qu'on appelle le off-market, ce sont les agents immobiliers qui vous disent « Écoutez, il y a quelque chose que je devrais rentrer prochainement, je vous emmènerai le voir, etc. » Ça, vous laissez tomber quand vous souhaitez faire une bonne affaire. Dans des périodes fastes où tout le monde achète, oui, le off-market, ça peut être bien parce que vous recherchez une résidence principale à un endroit bien précis. Et là, l'agent immobilier va vous mettre en avant, en avant-première, pour que vous alliez le visiter. Mais le problème du off-market, c'est qu'étant donné qu'il n'y a eu personne pour faire des négociations de prix, vous n'allez servir que d'appât pour les prochains qui, dans 6 mois, viendront faire la 3e, 4e ou 10e négociation de tarifs. Alors bien sûr, restez ouvert, on ne sait jamais, l'agent immobilier peut toujours vous proposer une bonne affaire et pour lequel le vendeur sera tout de suite enclin à vous autoriser une baisse de prix. Mais sincèrement, c'est extrêmement compliqué. Ne vous fatiguez pas là-dessus. Voilà, j'en ai fini pour ces 4 astuces. J'espère que ce plan vous convient. Évidemment, il nécessite beaucoup de travail, mais une fois que vous l'avez réalisé sur une ville, en réalité, après, c'est beaucoup plus facile. Et vous pourrez passer ensuite à des techniques de négociation pour obtenir encore plus. Mais il y a tout ce travail en amont à réaliser. Et bien sûr, une bonne affaire ne se limite pas uniquement à un prix attractif. Cette bonne affaire doit correspondre à un projet de vie, à un besoin ou en tout cas à un développement de stratégie patrimoniale. Si vous souhaitez approfondir le sujet, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, partagez-la si vous l'avez trouvée intéressante et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!